Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme tous les matins, nous sommes en direct et nous retrouvons à présent, comme tous les lundis, notre invité Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, toujours au rendez-vous. Alors on parle bien sûr de ce qui domine l'actualité en Israël, c'est l'actualité politique. Le président de la Knesset qui doit annoncer officiellement aujourd'hui que Benjamin Netanyahou a réussi à former son gouvernement, la nouvelle équipe qui doit entrer en fonction le 2 janvier prochain au plus tard. Et d'ici là, de nouveaux accords de coalition doivent bien sûr être signés. Alors justement, les polémiques enflent sur la scène politique en Israël. On parle notamment de cette décision de Benjamin Netanyahou d'annuler la loi contre le racisme à la Knesset. Alors c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ici en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette fameuse loi ? Oui, bien entendu que je vais le faire, Ilana, et je le fais non sans douleur et non sans souffrance, parce que c'est tellement inconcevable que l'État d'Israël, avec l'histoire qu'il a, avec le peuple juif et la série de persécutions et de racisme et d'antisémitisme qu'il a souffert tout au long de son existence. Voilà, alors je raconte le contexte. En 1985, un an après l'élection du rabbin qui avait une doctrine de suprémacisme juif au détriment d'autres communautés, en l'occurrence la communauté arabe, chrétienne ou musulmane. Une loi a été votée en 1985. Alors on a du mal à vous entendre, Denis Charbit, ça coupe énormément. On va tenter de vous appeler par téléphone, on va tenter de doubler justement la vidéo et le téléphone, parce que vous êtes en vidéo aussi, et c'est l'occasion de rappeler aux auditeurs qui peuvent bien sûr nous retrouver aussi sur notre chaîne YouTube en direct. On va vous appeler, on parle de cette situation politique et donc de cette loi que vous étiez en train d'expliquer. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur toutes les réactions en Israël, les réactions politiques, celles aussi du président de l'État, Yitzhak Herzog, qui est sorti de son habituelle réserve contre cette fois des discriminations homophobes. Ça bouge beaucoup en Israël sur la scène politique. On aura l'occasion d'en parler. Alors, est-ce que Denis Charbit est enfin avec nous par téléphone? Non, pas encore. Alors Denis, on va tenter de vous retrouver. En tout cas, on parle bien sûr de toute cette actualité. Et pour l'instant, on le sait, en Israël, seuls les portefeuilles ministériels ont été distribués. Une coalition la plus à droite de toute l'histoire du pays. C'est ce qu'avait aussi mis en garde, ce qu'avait dit Yair Lapid, le Premier ministre sortant, qui s'est inquiété de cette nouvelle composition politique en Israël. On va en parler, bien sûr. Et Denis, je crois que vous êtes enfin avec nous. Vous nous avez rejoint. Alors, vous étiez en train de nous expliquer justement ce que c'était cette loi, le contexte historique. Tout à fait. Vous me permettrez d'admirer votre compétence professionnelle qui a consisté à tenir tout le temps et à faire le commentaire. Bravo. Alors, sur la loi. Donc, votée en 1985, cette loi exigeait qu'aucune liste électorale prônant une doctrine raciste puisse se présenter dans la compétition électorale et participer aux élections. Cette loi d'ailleurs n'interdisait pas l'existence de partis racistes, mais elle leur interdisait l'accès aux élections. Et c'est en vertu de cette loi votée en 1985 que non seulement le parti de Kahana, quelques années plus tard, en 1988, n'a pas pu se présenter, mais on peut effectivement disqualifier des individus faisant partie de telle ou telle liste. C'est-à-dire que cette loi ne s'applique pas seulement à des partis comme tels, mais également à des individus professant des doctrines racistes. Eh bien, c'est cette loi que Ben Gvir et Smotrich entendent annuler, et cette loi a été intégrée dans les accords de coalition, c'est-à-dire que, objectivement, formellement, elle oblige le futur gouvernement à la prendre. Voilà là où nous en sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État d'Israël s'apprêterait, le gouvernement israélien s'apprêterait, j'emploie le conditionnel parce que le gouvernement n'a pas encore été formé, il n'y a pas encore de projet de loi déposé, et qu'on pourrait espérer, je le dis en toute sincérité, on pourrait espérer que des députés du Chasse, des députés des partis orthodoxes, quelques députés du Likoud, s'abstiennent ou s'opposent et empêchent un projet aussi funeste, une loi scélérate de telle sorte puisse passer. Voilà, ça me paraît élémentaire, sans parler bien entendu du rôle de l'opposition, sans parler du rôle des électeurs qui se trouvent aujourd'hui dans l'opposition, et je dirais même, Ilana, et je le dis avec beaucoup de gravité, sans compter le rôle de la diaspora, le rôle de la communauté juive de France, le rôle de la communauté juive des États-Unis, je prends les deux grandes communautés dans le monde, elles ont un rôle à jouer
pour empêcher cette dérive. Parce que malheureusement, et vous le savez Ilana, ce n'est pas seulement cette loi qui est inscrite dans les accords de coalition. Alors évidemment, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la scène politique en Israël. Denis, on parle aussi du rétablissement de la peine de mort pour certains terroristes voulus par le député Itamar Ben-Gvir. Alors j'imagine que c'est quand même assez compliqué de refaire passer cette loi étant donné l'histoire d'Israël. Alors concrètement, comment ça va se passer là? Est-ce que vraiment c'est envisageable? Alors, d'une part, là, pour le coup, je compte surtout sur l'opposition ferme et déterminée de toutes les forces de sécurité, au chef d'état, dans l'état-major, le Shabak, le Mossad, seront les plus fermes contre cette loi parce qu'elle fera pleuvoir, et j'ajouterai même le ministère des Affaires étrangères, parce qu'elle fera pleuvoir sur l'État d'Israël et le gouvernement israélien des pressions énormes. C'est contre-productif. C'est nous mettre, c'est être dans une régression. Je suis contre la peine de mort par conviction, mais je n'engage que moi pour l'intérêt d'Israël. Vous imaginez la réaction de l'Union européenne qui pourrait, autour de cette régression, Israël. Je voudrais peut-être rappeler l'histoire. En 1948, l'État d'Israël venait à peine d'être créé. Un soldat israélien, le pays venait de naître, a été soupçonné de trahison et a été condamné à mort dans un procès expéditif. Quelques semaines plus tard, on se rendait compte que le type n'avait pas trahi. Et ça a fermé définitivement, ça allait sceller définitivement toute idée d'établir la peine de mort en Israël. La seule exception, c'est Adolf Eichmann. On voudra mettre sur le même plan la Shoah et l'attentat le plus barbare d'un terroriste palestinien ou d'un civil juif qui prendrait une enfant et l'enlèverait et la massacrerait. Non. Là, voilà. Et le point commun de tout ce dont on parle aujourd'hui, Ilana, c'est quoi? C'est l'absence de retenue. Il y a là un parti, le sionisme religieux, qui porte tellement mal son nom. Le sionisme religieux, c'est tellement plus riche, c'est tellement plus vénérable. Je n'ai jamais été d'accord avec le rabbin Chaim Druckmann qui vient de décéder hier. Mais c'était une personnalité qui avait de la cohérence, qui avait un magistère moral. Et voilà ce qui est devenu aujourd'hui le parti dit sionisme religieux. Il faut s'élever. Ce n'est pas simplement l'affaire des Israéliens. C'est aussi l'affaire de la diaspora, je le pense. Et encore une fois, il y a une absence totale de retenue aujourd'hui dans les législations. L'une de celles qui a été citée par Eva Soto dans le bulletin concerne la possibilité donnée à des personnes qui vendent des produits ou vendent des services de ne pas le faire à des personnes en fonction de leur qualité. C'est-à-dire, voilà, si je suis contre l'homosexualité, je pourrais ne pas vendre tel ou tel service à un hôtelier pourrait refuser l'accès à un couple homosexuel parce que ça ne lui convient pas. Vous vous rendez compte de la pente descendante dans laquelle nous descendons? Alors, je me rassure et je voudrais rassurer les auditeurs. Je pense que Netanyahou ne le laissera pas faire. Je pense que des membres du Likoud, du Shas, du Yahudut HaTorah ne le laisseront pas faire. Mais cela vous dit la température actuelle du discours public, du discours social en Israël. Et puis dernier point aussi, c'est l'inquiétude d'Yitzhak Herzog. On le disait, le président de l'État qui a remis en cause les propos d'une députée de sionisme religieux qui doit devenir ministre, Orit Strock, qui évoque la possibilité pour un médecin de refuser des soins à un patient dont les pratiques heurtent les valeurs religieuses. Donc on peut penser à une personne homosexuelle notamment. Exactement. Voilà. Écoutez, voilà, on en est là. Je pourrais vous citer, on pourrait passer une demi-heure pour vous évoquer toutes les possibilités. Alors, alors il n'y a pas de projet de loi actuellement, mais on interroge Orit Strock et d'autres, et on leur demande, on leur pose des cas, et leur réponse est ah bah oui, s'il y a un médecin qui est juste à côté, pourquoi pas, il faut tenir des droits de la conscience. Enfin, voilà, c'est une remise en cause. Je sais que cette expression est usitée et usée peut-être en France. C'est une remise en cause du vivre ensemble. Si on commence à s'exclure les uns les autres, aujourd'hui ce sera à cause de la liberté de conscience. Mais demain, ce sera au nom des convictions religieuses, au nom des convictions politiques. Et un raciste pourra dire, je suis raciste, c'est mon droit, et je ne veux pas vendre tel ou tel service à tel ou tel citoyen, parce que c'est un arabe, parce que c'est un éthiopien. Mais vous ne vous rendez pas compte. Comment doit-on aujourd'hui en Israël expliquer à des Israéliens que ce que nous prépare le sionisme religieux, pas pour les 4 ans à venir, mais dans l'avenir même à moyen terme et à long terme,
c'est tout simplement le contraire des valeurs sur lesquelles le peuple juif s'est constitué et des valeurs sur lesquelles l'État d'Israël a été créé. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Denis Charbit, pour cette analyse de la situation. Et on continuera, bien sûr, à suivre tous ces développements politiques en Israël qui inquiètent beaucoup de citoyens israéliens comme vous, notamment, Denis. Merci. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine.